Alors merci, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier la doyenne, Madame Hélène Boisjoli, pour son invitation à présenter nos résultats. En fait, on m'a demandé de présenter en 5 minutes les recherches de mon laboratoire et leur impact sur les patients. C'est tout un défi. J'ai quand même suivi les instructions. Et en fait, je me suis dit que j'allais présenter nos contributions ou nos travaux dans le contexte de l'évolution de la recherche sur le VIH. Alors en fait, j'ai commencé à travailler sur le VIH à la fin des années 80. En fait, une période qui a été extrêmement stimulante au niveau de la recherche sur ce virus, mais des années bien déprimantes au niveau du traitement de cette infection. En fait, à ce moment-là, la seule modalité thérapeutique qui existait, c'était l'AZT en monothérapie, et l'issue était fatale dans une grande proportion des patients qui étaient infectés. En fait, au début des années 90, la survie d'une personne diagnostiquée avec le sida était de moins de 2 ans. Alors en fait, pendant ces périodes, nos recherches ont visé à caractériser la structure du génome viral qui venait d'être séquencé et en fait, pour finalement identifier des protéines virales qui pouvaient être utilisées comme des cibles pour la mise au point d'agents antiviraux. Et donc c'est dans ce contexte que nos travaux de recherche ont démontré que le VIH, contrairement au rétrovirus qui était connu à cette époque, codait pour un groupe de nouvelles protéines qu'on appelle des protéines accessoires. Et c'est dans ce contexte que nous avons identifié une protéine qu'on appelle VPU, qui est unique au VIH1, qu'on ne retrouve pas dans le VIH2, qui est un virus qui ne s'est pas propagé de la même manière que le VIH1, et une deuxième protéine, VPR, qui est codé par tous les lentivirus qui infectent les primates. Alors en fait, suite au développement d'inhibiteurs et surtout suite à l'émergence de la trithérapie ou ce qu'on appelle la thérapie antirétrovirale hautement active, ces traitements ont eu un impact incroyable au niveau des patients. En fait, on peut voir en fait que l'introduction de ces thérapies a sauvé des millions de vies dans les 20 dernières années. Et actuellement, la survie d'une personne de 20 ans vivant avec le VIH dans un pays développé est très proche d'une personne qui est non infectée, démontrant l'impact extraordinaire qu'ont eu ces traitements au niveau des patients. Alors en fait, pendant toute cette période, nos études ont visé à définir les interactions VIH-hôte qui régissaient la pathogénèse virale. Et c'est dans ce contexte, en fait, que nous avons démontré que ces protéines accessoires, et notamment ces protéines VPR et VPU, étaient en fait des facteurs de virulence, dont la fonction était de permettre au virus d'échapper au mécanisme de défense de l'hôte. Nous avons également démontré que ces protéines avaient un rôle crucial dans l'établissement d'une infection systémique et persistante, et de manière importante que leur activité était liée aux propriétés pandémiques de certains groupes du VIH1. Alors actuellement, la thérapie antirétrovirale contrôle très bien l'infection, mais on sait, mais elle ne l'élimine pas. En fait, si on interrompt le traitement, entre 4 et 8 semaines, la virémie réapparaît chez ces patients, donc indiquant que le virus est toujours présent chez les patients infectés et traités. En fait, ce que l'on sait, c'est que ce virus persiste dans certains types cellulaires, dans certains tissus, ce que l'on appelle le réservoir viral, et que la persistance de ce réservoir viral, qui n'est pas sensible au traitement actuel, représente un obstacle majeur à une guérison du VIH.
cependant, il y a des éléments prometteurs, le plus connu étant le cas de Timothy Brown, ce qu'on appelle le patient de Berlin, qui est le seul patient documenté, l'unique patient documenté qui a été guéri du VIH. Et c'est donc en fait je dirais que une des nouvelles frontières dans la recherche sur le VIH est en fait maintenant de comprendre la persistance du virus en présence de thérapie, afin de développer des stratégies de guérison qui seraient sécuritaires, bien tolérées et surtout accessibles. Et alors, c'est dans ce contexte qu'en 2014, j'ai contribué au développement d'un consortium, qu'on appelle le Consortium canadien de recherche sur la guérison du VIH, CanCure, que je dirige actuellement. Et la mission de ce consortium est de comprendre la persistance du virus en présence de traitement et appliquer les connaissances générées en vue de la mise au point d'interventions curatives du VIH. Alors, CanCure est financé par les IRSC en partenariat avec la Fondation canadienne de recherche sur le sida et la Société internationale du sida. Alors, ce programme de recherche translationnelle qui vise donc à analyser ces réservoirs viraux et développer des stratégies pour les éliminer, implique une trentaine de chercheurs, autant fondamentalistes que cliniciens, qui sont répartis à travers tout le Canada. Et je dois dire que ces chercheurs et que ce groupe de chercheurs travaillent avec autant de ferveur et est animé d'autant de ferveur que ces pionniers qui ont rêvé d'être les premiers humains à mettre le pied sur la Lune. Alors, je vous remercie de votre attention et je suis bien content d'avoir pu faire cette présentation aujourd'hui. Merci beaucoup.